Dans cette vidéo, on va étudier le sujet qui a été posé en première épreuve à Polytechnique en 2017. Donc ce sujet il porte sur les formes symplectiques qui sont des sortes de généralisation des produits scalaires. Je le trouve très intéressant, assez accessible pour la partie 1 au moins, elle est vraiment bien, c'est progressif, c'est un bon problème. Donc je te conseille d'essayer de le chercher, tu peux le trouver sur internet assez facilement. Mais donc pour nous, on va proposer une correction. Donc dans cette première vidéo, je vais te présenter le sujet et je vais essayer de te proposer une correction de la partie 1. Donc on est parti. Au niveau des notations qu'on nous donne, le truc important à souligner dès le départ, c'est qu'on travaille sur R. On a donc un R espace vectoriel, pas de polynôme scindé, pas d'Alembert-Gauss ou quoi que ce soit. Donc on est sur R. Ensuite, ça c'est des notations qu'on connaît plus ou moins déjà. Donc on va pas forcément s'intéresser à ça. On nous définit ce que c'est une forme bilinéaire antisymétrique, même si on est plus ou moins censé savoir. Et puis on nous donne la notation qu'on utilise pour les applications partielles. Ensuite, le truc important du sujet, c'est les formes symplectiques. Donc on nous définit ce que c'est. Et on remarque déjà qu'on a un parallèle en gros. Donc ici on a des formes bilinéaires antisymétriques. C'est pas des formes linéaires antisymétriques. Enfin c'est pas des formes linéaires symétriques définies positives. Donc c'est pas vraiment des produits scalaires. C'est même pas du tout des produits scalaires. Mais on a un écho déjà par la bilinéarité et par le fait que cet isomorphisme là il fait fortement penser dans le cas où E est euclidien à cet isomorphisme qui a phi associe, l'isomorphisme phi qui va de E dans E étoile et qui a X associe la forme linéaire X scalaire blanc. Donc cet isomorphisme il est toujours vrai en euclidien. Donc en euclidien on a une forme, on a une structure naturelle pour le dual de E, mais c'est pas forcément le cas dans tous les espaces. Ici, on n'a pas du tout de norme euclidienne. On n'a pas du tout de produit scalaire même. Et on continue à avoir cette correspondance entre E et E étoile. Et en gros, c'est ça qui est intéressant avec les formes symplectiques. Ensuite, on nous donne la structure, ce que c'est qu'une structure complexe. Donc, J2 est égal à moins identité. Donc, une structure complexe, tu peux voir ça comme une rotation d'angle π sur 2. La structure complexe la plus basique à laquelle tu peux penser, c'est la représentation complexe de I. Donc, je rappelle, tu as un isomorphisme entre C et les matrices de la forme A moins B, BA. Si à chaque A plus IB, tu as aussi une matrice de cette forme-là. Donc ça, c'est un isomorphisme. Et du coup, il s'écrit de cette manière. Je te laisse vérifier ce que c'est. Et du coup, si tu regardes I, en fait, c'est une rotation de π sur 2. Donc si tu prends tes deux vecteurs, ils sont comme ça. Après avoir appliqué la matrice I, donc mon prof il définit I comme ça, il dit que ça c'est le nombre imaginaire I, et que I carré c'est égal à moins l'identité du coup. Donc tu remarques que quand tu appliques I deux fois, donc I carré ça va faire moins l'identité, donc ça va retourner ta base. Pardon, c'est comme ça. Ça va retourner ta base de vecteurs. Donc en gros, c'est ça l'idée que tu peux te donner d'une structure complexe. C'est J est une structure complexe si elle va, entre guillemets, faire une rotation de π sur 2. Sachant qu'ici, on n'a aucun angle, on n'a aucun truc comme ça. Donc tu peux le visualiser comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc, du coup, on nous donne une généralisation à n vecteurs de la petite matrice I2, enfin de la petite matrice J2 que je viens de te présenter, qui est la représentation complexe de J. On nous dit que
si oméga est une forme symplectique, elle va dompter J si jamais le oméga x et J de x est strictement positif. Donc en gros, oméga dompte J si la rotation par J n'est pas trop grande. Parce que on peut voir oméga comme un presque produit scalaire, et on sait qu'un produit scalaire c'est strictement positif si l'angle est pas trop grand. Donc voilà. Après, là, on prend une interprétation d'angle, à savoir, on n'a pas du tout de structure euclidienne ou même préhilartienne. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment pertinent? On ne sait pas, mais ça peut nous donner peut-être des intuitions sur les choses à faire, puisqu'on remarque que plus tard dans l'énoncé, on aura des trucs similaires, on aura des sortes d'espaces orthogonaux qui vont être définis, et on devra quand même avoir quelques intuitions géométriques, même si c'est a priori rien à voir. C'est pour ça que j'aime bien cet énoncé, parce que il utilise la dualité pour nous montrer des concepts un peu géométriques de manière très sympa. Donc, dans la partie 1, ce qu'on nous demande de démontrer d'abord, c'est des propriétés, des caractérisations de oméga est une forme symplectique. C'est un peu des questions simples au début de sujet pour te mettre à l'aise. Ensuite, on nous demande de montrer que peu importe, on a toujours une forme symplectique sur Rn, en prenant juste cette forme-là. Et donc, du coup, on perd rien à supposer que on a une forme symplectique sur E. C'est ça le but de la question 5. Ensuite, le but des questions 6 à 9, il est là. Il est de montrer qu'on a une base B telle que mat B de oméga est égal à Jn. Donc ceci, ça va nous donner que oméga va dompter une structure complexe. Donc peu importe l'oméga. Donc c'est ça le gros résultat de la partie 1, montrer que n'importe quel oméga dompte une structure complexe. Donc on est parti pour la correction. Je vais corriger partie par partie, et donc là on va regarder les 4 premières questions. Tac. Je fais ça. Donc on est parti. Ok. La première question, c'est une question de cours, je te la laisse. Tu dis que E étoile, c'est les applications linéaires de L de E vers R. R est dimension 1. Donc du coup, c'est forcément la dimension de E. Ok. La question 2, tu utilises l'antisymétrie appliquée au couple XX. Et c'est important de souligner l'antisymétrie parce que sinon, c'est faux. Donc tu dis oméga XY XX moins oméga XX est égal à oméga XX, et donc ça donne que ça fait 0. Ensuite, pour la question 3, la première chose qu'on te demande, c'est de définir l'unique matrice M qui vérifie ceci, et donc on peut réfléchir à quoi ça correspond. Donc en fait ça correspond au vecteur, aux coordonnées de x et y dans la base, et c'est défini comme une somme. On a de la linéarité chez oméga, on a de la bilinéarité chez oméga. Donc en fait le truc naturel, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe quand on fait manger cette somme à oméga et qu'on développe, et on va voir que ça va venir tout de suite. Donc si on prend oméga de somme xk bk k allant de 1 à n, et donc je vais pas rédiger formellement, mais juste pour te donner l'idée et l'indication, k allant de 1 à n dy k bk, ça tu le développes par bilinéarité, ça va faire sortir deux sommes. Ici il n'y a aucune raison que ce soit les mêmes indices, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer i
I, et l'autre, on va prendre J. Tu vas voir pourquoi après. Donc on développe par rapport aux deux sommes. On a I est égal à 1 à N, J est égal à 1 à N, D, oméga. Donc les scalaires déjà, on va avoir XI, YJ, oméga, BI, BJ. Bon bah ça commute puisque c'est des scalaires. Du coup ça fait somme des XI fois la parenthèse somme des YJ. Donc ça c'est somme sur J, somme sur I. YJ oméga. On peut même le faire comme ça pour que ce soit vraiment clair. Oméga BIJ. Et donc là, ça c'est clair que c'est MY avec M est égal à la matrice. Donc je vais noter avec des crochets les matrices. Peut-être que tu as l'habitude de faire ça, peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est ma vidéo. J. Et donc ça, du coup, c'est X transposé. La multiplication ici, c'est X transposé fois ça. Okay, ça, il n'y a pas besoin de rédiger plus que ça. Pas besoin de justifier plus que ça. Ce calcul est largement suffisant. Donc voilà, on a fait cette question-là. Ah non, on a fait cette question-là. Ensuite, je te laisse vérifier que M est bien antisymétrique, puisque tu as vu que M, il était défini comme oméga de quelqu'un. Si tu changes les deux, ce qui est concrètement la transposition, donc je vais l'écrire plus proprement, BIBJ. Si tu changes les deux, ce qui correspond à transposer, donc changer les lignes et les colonnes, ça va faire apparaître un moins sur tous les termes que tu pourras sortir, et du coup ça va faire moins. Ok. Je passe rapidement sur cette question. Ensuite, on nous demande de montrer l'équivalence qui n'est pas forcément évidente. Ah oui, pardon. Dans la question C, on nous demande de montrer que quand on est en dimension 2, l'espace il est dimension 1. Alors pour ça, le truc naturel à faire, c'est de se dire, on connaît très bien les matrices antisymétriques, puisqu'elles s'écrivent de cette forme-là, en dimension 2. Si tu ne me crois pas, je vais te le montrer juste après. Et du coup, le truc naturel, c'est de se dire, c'est un espace de matrice, enfin de forme antisymétrique, bilinéaire positive. Donc, on nous a donné une expression matricielle de ces formes. Le truc naturel à se dire, c'est est-ce que ce serait pas un isomorphisme? Donc, pour être plus précis, est-ce que l'application qui va de A de E vers AN de E, AN de R, qui a un oméga associe mat B de oméga avec B une base quelconque, c'est un isomorphisme. On peut vérifier ça. En dimension 2, ici c'est A2. Et donc, A2, on connaît cette dimension. On peut faire une analyse, puisqu'on est en dimension 2, on n'a que 4 termes à regarder. Et on va pouvoir déterminer la dimension en montrant que c'est un isomorphisme. Donc ça, c'est très classique d'exhiber un isomorphisme pour déterminer la dimension. Donc c'est un truc que je te conseille de retenir. Alors, on va montrer que c'est injectif. Ok. Donc pour montrer que c'est injectif, si on prend... donc pour montrer que c'est injectif, je vais devoir un peu retourner en arrière, puisque j'ai pas encore fait ça. Autant pour moi, j'ai pas montré que c'était unique. L'injectivité va découler de l'unicité.
Donc ça je dis c'est l'unicité. Et donc l'unicité c'est pas vraiment compliqué à avoir. Si tu considères x qui est égal à ck de in, avec en gros c'est la colonne k de in, donc c'est le vecteur qui fait 0 partout sauf en k. Donc si tu considères ce vecteur là et que de l'autre côté tu considères y qui est égal à cq de in, donc ça c'est avec seulement à la position q un 1 et pareil tout le reste c'est que des zéros. Si tu considères ces deux vecteurs qui t'appliquent cette formule là, tu vas voir que ck de in m ck transposé de in m cq de in est égal à l'autre matrice du coup ck transposé m tilde cq de in. Voilà. Sauf que ck transposé c'est la ligne k de in. In est une matrice symétrique. Et donc, ici ça va te donner mkq est égal à m tilde kq. Donc voilà, ça c'est pour montrer l'unicité. Tu montres que tous les coefficients sont les mêmes. Voilà. Du coup, l'injectivité, ça découle directement de l'unicité. Ensuite, pour montrer la surjectivité, ce que tu fais, c'est que tu vas déterminer déjà la forme des matrices de A2. Donc, je vais le faire rapidement. Si tu prends A qui est égal appartenant à A2 de R, et tu notes A est égal à A, B, C, D, comme A est égal à A transposé, par définition, A transposé est égal à moins A, ceci, ça nous donne qu'on a A qui est égal, on a donc les coefficients ici, ils vont juste prendre un moins, ils vont pas changer de place. Ici, tu as moins B, enfin ici, tu as moins C, moins B. Donc ce que j'ai écrit, c'est ça. Donc là, ça nous donne directement que A est égal à D est égal à 0. Ok, puisque c'est des coefficients à valeur réelle. Ensuite, ça nous donne que moins C est égal à moins à B et réciproquement. Donc du coup, ça nous donne bien que comme A était quelconque, on a exactement que A2 de R, c'est l'ensemble des matrices de la forme B moins B 0, 0 pour B appartenant à R. Autrement dit, tu peux dire que c'est vect de 0, 0, 1, moins 1. Ok. Voilà. Donc maintenant, si tu prends une matrice de cette forme-là, tu prends B, une base, B base de E, B est égal à B1, B2. Si on prend A appartenant à A2 de R, et qu'on note A qui est égal à 0, A moins A, 0.
Ok. Si on fait ça, eh bien on voit que par définition de math B dans oméga, on prend oméga quelconque dans A de E, vérifie oméga de B1 B2 égale oméga oméga de B1 B1 égale oméga de B2 B2, c'est ces termes-là. Oméga de B2 B2, et ça fait 0. Alors pourquoi je dis que c'est ces termes-là? C'est par définition de la matrice qu'on a donnée. Je rappelle un résultat important qu'on a démontré déjà, c'est que math B de oméga, c'est égal à oméga BI BJ. Voilà. Ça fait 0, donc ces termes c'est bon. Ensuite, par antisymétrie, on aura que ces termes ils seront forcément égaux. Et donc, il faut juste trouver un oméga A, un oméga dans AE, tel que oméga B1, B2 est égal à A. Ça, c'est assez facile à trouver, puisque si on prend un oméga quelconque, ici, ça va faire C. Et donc, du coup, on a juste à multiplier par C sur A, et ça va nous donner A. Ça va nous donner A. Ok. Donc voilà comment on trouve une forme linéaire qui est un antécédent d'une matrice de la forme A2. On a dit que A2 c'était vecteur de ça. Le vecteur de un seul vecteur c'est forcément de dimension 1. En fait ça c'est une droite. Et du coup ça nous donne que AE, A de E est forcément de dimension 1. Voilà. Petite question assez sympa. Ensuite, question D, on nous demande de montrer l'équivalence entre trois propositions. On peut le montrer 2 à 2, ou on va faire plutôt par raisonnement cyclique. Donc, déjà, si oméga est une forme symplectique, donc on va supposer epsilon 1. Et on va montrer epsilon 2. Si oméga est une forme symplectique, phi de oméga injective, car elle est bijective, donc elle est a fortiori injective, ça implique qu'R phi oméga égale à 0. C'est équivalent même. Ça c'est équivalent à dire que si on a x pour tout x appartenant à E tel que x phi oméga de x égale à 0 de E étoile. Ça nous donne, ça implique, on a cette phrase logique, ça implique que x est nécessairement nul. Ok. Ça, c'est équivalent par contraposition que du coup, si x n'est pas nul, alors on a phi de oméga de x qui est différent de 0. Ça, c'est en contraposant cette proposition. Et donc ça nous donne directement que pour tout x différent de 0, il existe un y appartenant à E tel que oméga xy différent de 0. Ça, c'est la définition de oméga non nul. Phi de oméga non nul. Voilà. Première proposition, pas franchement dure. Donc, on va maintenant montrer epsilon 2 implique epsilon 3. Si on a ceci, on va montrer que math B est inversible. Pour ça, on va utiliser la caractérisation matricielle de l'inversibilité, ce qui est totalement logique puisque math B est défini comme une matrice. Donc, a priori, utiliser le déterminant ici, c'est assez malvenu. Donc, du coup, on est parti. Tac, tac, tac. On prend... on dit que on va noter ça M comme précédemment.
On note ça M. Et donc ce qu'on dit c'est que mx inversible, on va utiliser la caractérisation entre guillemets des systèmes de Cramer, c'est mx égale à 0 implique x est égal à 0. Ici, vu que notre hypothèse c'est sur xy différent de 0, c'est naturel de raisonner en contraposé. C'est-à-dire qu'on va montrer que si on prend x différent de 0, mx sera forcément différent de 0. Ok? Donc on est parti sur ça. Donc on va prendre x appartenant à e privé de 0, y donné par E2, donc ça nous donne que oméga x, y différent de 0. Ok. C'est équivalent à dire que x transposé, donc on note les coordonnées de x grand X, mais je ne vais pas le détailler ici, et les coordonnées de y grand y transposé différent de 0. Ok. Sauf que en transposant, c'est équivalent à dire que ici, si tu transposes m, ça va sortir un moins, mais le moins, en fait, tu t'en fous, puisque tu travailles que avec des différents de 0. Donc, si tu as quelque chose qui est différent de 0, moins cette chose est aussi différente des 0. Donc, tu as y transposé mx différent de 0. Pourquoi on a l'idée de transposer? Bah déjà, tu as cette question-là qui peut te mettre la puce à l'oreille. Et puis en plus, tu as envie de faire apparaître mx. Ok? Donc voilà pourquoi tu transposes. Donc ça, c'est différent de 0. Et donc, ça, c'est équivalent à dire que mx différent de 0. Ok? Donc pourquoi ça, c'est différent de 0? Parce que si tu avais mx était égal à 0, en fait, c'est une colonne. Donc tu n'aurais que des 0 sur la colonne, fois une ligne où tu n'as pas que des 0. Et ici, ça fait 0. Dans tous les cas, même si peu importe les cas, donc ça contredirait que c'est différent de 0. Voilà. Donc maintenant on est parti pour montrer que si on a la matrice de B qui est inversible, oméga est une forme symplectique. Matrice d'oméga dans la base B est inversible, oméga est une forme symplectique. On est parti. Donc si mat B de oméga inversible, alors oméga symplectique. Pour montrer ça, on va revenir à la définition d'une forme symplectique. Donc on pose phi de oméga. Enfin, on pose pas phi d'oméga, mais on considère phi de oméga qui va de E dans E étoile. Et qui, à oméga, associe mat B de oméga. Pardon. Oméga x, y. Oméga x point. On a montré dans la question 1, enfin, ouais, c'était la question 1, que c'était de la même dimension. On va juste se contenter de montrer que c'est nul. Ok. Donc, du coup, pour montrer que c'est. Pour montrer que le noyau est nul, on prend oméga appartenant à Kerr. On prend oméga appartenant à Kerr phi oméga. Ça t'implique. Enfin, c'est équivalent à dire que pour tout y appartenant à E oméga x y est égal à 0. Et donc, maintenant, on va utiliser la caractérisation qu'on nous a donnée là. Okay. Ça nous donne que
Donc oméga xy, ça c'est égal à x transposé my est égal à 0. C'est équivalent à dire que, pareil, avec un petit coup de transposition, y transposé mx est égal à 0. Donc, ça c'est vrai pour tout y, en particulier pour y non nul. Si c'est vrai pour y non nul, bah forcément ça veut dire que mx est égal à 0. Alors attention, le produit vectoriel n'est pas intègre. Ça veut dire que si tu as AB qui est égal à 0, ça n'implique pas que B est égal à 0. Mais par contre, ici, vu que c'est des colonnes, en fait ça va être le cas. Ok. Du coup, ça nous donne que mx égale à 0. Or, mat b de oméga est inversible. Donc ça implique x est égal à 0. Voilà. Donc m inversible, ça implique que x est égal à 0. Voilà. Donc, on a presque fini pour cette micro-sous-partie. On a montré l'équivalence de toutes les propositions. Et donc, on va montrer que si on a une forme symplectique sur E, alors E est dimension paire. Ça, c'est un raisonnement qui n'est pas simple à avoir. Et donc, je vais te montrer ici. Donc, si tu as E forme symplectique, enfin, si tu as oméga forme symplectique, c'est un trick qu'il faut déjà avoir vu dans d'autres exos. J'ai corrigé, le premier exo que j'ai corrigé sur cette chaîne, il montre un trick un peu pareil. Donc je te conseille de photographier ça. Quand on te demande la parité de la dimension, ça va souvent passer par ce genre de petits tricks. Donc oméga forme symplectique sur E. Ok. Donc ça nous dit qu'on a m transposé est égal à moins m. Tu prends le déterminant de ça fait que déterminant de m transposé, m transposé est égal moins 1 puissance n déterminant de m. Le déterminant de m et de sa transposée, c'est le même. Donc du coup, tu passes ça de l'autre côté. Ça te donne que déterminant ça fait... Bon, je vais le faire par étapes. Déterminant de m moins 1 puissance n, on va faire plus moins 1 puissance n plus 1. Déterminant de m est égal à 0. Et ça, c'est équivalent à dire que 1 moins 1 puissance plus 1 facteur de dette m égale à 0. Alors, on a dit que oméga était symplectique. Ça nous dit que d'après epsilon 3, ça c'est différent de 0. D'après epsilon 3. Donc ça nous dit que ça c'est égal à 0. Donc que ça c'est égal à moins 1. Donc que n est pair. Ok. Donc moins 1 puissance n plus 1 égale à moins 1. Équivalent à dire que n est pair. Voilà, c'est un petit truc à voir, pas facile, mais enfin facile quand t'as le truc, mais pas facile à deviner l'astuce si t'as jamais vu ce genre de petit raisonnement sur les déterminants. Ok, donc ça c'était pour la question D.
enfin pour la question 4. Et je vais corriger la question 5 avant de prendre une petite pause. On va montrer qu'oméga 0 est défini par cette application-là et effectivement une forme symplectique sur Rn. Donc pour ça, on va montrer que... Donc déjà, ce que tu peux voir, c'est que Jn, elle est inversible. Soit tu peux calculer le déterminant, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on peut te conseiller. Soit tu peux dire que... Alors, il est où notre Jn? Soit tu peux dire que... en fait, c'est une matrice de... C'est une permutation des vecteurs de base. En fait, c'est l'identité à laquelle on a permuté et qu'on a changé de signe. Les matrices de permutation, c'est des matrices inversibles. Et multiplier une matrice inversible par une matrice scalaire qui change le signe, ça fait rien. Donc du coup, voilà. Ici, Gn est évidemment inversible. Pour justifier l'inversibilité, tu peux faire ce que j'ai dit. C'est une multiplication. C'est la multiplication de l'identité par des matrices de permutation. Et donc, du coup, forcément, c'est inversible. Du coup, on va prendre oméga 0. Donc, ça, c'est inversible. Donc, du coup, tu pourrais te dire, a priori, on peut directement utiliser cette caractérisation-là, dire que mat B est inversible, du coup, que c'est une forme symplectique. Sauf que tu ne peux pas faire ça parce que t'as pas montré que oméga 0, elle était dans A de E. Donc, on va montrer que oméga 0, elle appartient à A de Rn pour pouvoir utiliser la caractérisation qu'on a fait précédemment. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a montré précédemment, c'était dans le cas d'une forme bilinéaire antisymétrique. Donc, bilinéarité, c'est évident. Je te laisse le faire. L'antisymétrie, c'est pas beaucoup plus compliqué. Ça va venir du fait que je t'ai montré tout à l'heure, quand tu transposes, tu vas juste faire sortir un signement. Donc l'antisymétrie, c'est oméga 0 de xy est égal x transposé jn y. Ça, c'est égal à... Donc ce qu'on veut montrer, c'est que ça, c'est égal à moins y jn transposé x transposé. Donc, si tu prends ça et que tu le transposes, qu'est-ce que ça donne? X transposé jn y transposé, c'est égal à... comme je t'ai dit, jn il va faire sortir un moins y transposé. Donc pourquoi jn il va faire sortir un moins? Parce que c'est une matrice antisymétrique. Tu peux le vérifier rapidement, mais tu vois clairement que c'est une matrice antisymétrique juste à la forme avec laquelle elle est donnée. Ça fait moins y transposé jn x. Sauf que ça, finalement, ça appartient à R. Parce que ça appartient à R. Donc du coup, la transposée du vecteur, c'est le vecteur lui-même. T'enlèves ça. Et donc, t'as bien ce que tu veux. Ok? Ça, c'est une petite bricole, mais du coup, ça nous permet de dire que maintenant, on peut prendre une forme symplectique sans forcément sans tergiverser plus que ça, puisqu'on sait que ça existe.